Des questions d'actualité sont analysées, débattues dans ce magazine Web Presse. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme chaque mercredi à 20 h, je reçois pour vous de confrères et consoeurs journalistes. Ce soir, spécialement, nous allons recevoir des confrères. Je commence par Diana Dikoupa. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Un habitué de ce magazine d'ailleurs et éditeur du journal La Colombe, le point gauche. Le point gauche. Qu'en est-il de la dernière parution? Oui, la dernière parution, c'est, vous voulez voir son titre, voilà. C'était Tous invalidables. Tous invalidables. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon. Vous faites allusion au candidat. Oui, faisait le candidat qui était invalidable compte tenu de ce qu'il y avait comme grief à leur endroit. Nous avons estimé que tous étaient invalidables, mais nous en avons eu quand même 6 qui ont été invalidés et qui sont à la Cour constitutionnelle. Très bien. Voilà, Marcelin Tshisoaka, bonsoir et bienvenue. C'est un peu comme notre consultant maison, hein. Comment tu vas? Oui, par la grâce de Dieu, on très bien. Va très bien. Très heureux de t'avoir chaque fois que nous débattons l'actualité. Edmond Izouba, patron de objectifinfo.cd, mais aussi journaliste, reporter à la RTVS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Un journal qui vraiment chaque jour nous donne des informations d'actualité. Et récemment, je venais de voir l'élection de responsables de journaux en ligne dont le président a été élu. Il s'agit justement d'Israël Moutala. Bon, je dois quand même vous dire avec une très grande réception que je ne suis pas encore membre de cette structure parce que pour moi l'association, oui, elle est bonne, mais souvent dans le pays des tiers-monde elle paraît en même temps comme une force et une faiblesse. Donc on cherche celui qui pourra éventuellement être élu, ou le président, c'est lui qui engage la structure auprès des tiers, et avoir aussi, s'il n'est pas fort, chercher comment, vous savez comment notre pays fonctionne, chercher comment le corrompre pour commencer à prendre des décisions de complaisance. C'est alors elle deviendra faible. Mais si c'est sérieusement cette structure veut... C'est une structure qui existe déjà. Veut être forte. Avant, c'était présidé par Patient Ligodi. Patient Ligodi, oui, parce après, c'est Israël Moutala. Oui, c'est comme ça. Elle est rotative, la présidence de cette structure d'une année. Et moi, j'estime qu'il faudrait encore ajouter d'autres garde-fous avant Qu'est-ce que vous reprochez de mon adhésion. La structure actuelle? Donc jusque-là, c'est rien. Mais il semble qu'ils avaient adopté un moment un système de prix plancher, hein, surtout s'il faut aller dans le domaine ou dans le marché publicitaire, c'est que moi j'estime discriminatoire parce que chaque média a son audimat, a ses catégories des lecteurs, donc il ne faut pas statuer sur le prix qu'aura à négocier un site en ligne ou un autre site. Donc, merci beaucoup. C'est un débat. Peut-être que vous devez mener ces débats au niveau interne. Oui, au niveau interne, je suis d'accord, mais je vous ai donné juste en liminaire comment on dit, ma désapprobation. Voilà, merci beaucoup Edmond Izouba. Madame, Monsieur, pendant ce temps, nous profitons aussi de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous ces journaux et ces responsables de journaux en ligne, actualité.cd, Politico, Objectif d'ailleurs qui est ici et Casse Info. Rapidement, Madame, Monsieur, pour vous, nous allons lire les journaux parus ce mercredi à Kinshasa. On commence par Congo Nouveau qui titre « Financement des élections, machine à voter ». Les 4 vérités de Niki Haley à Joseph Kabila, la prospérité, qui revient sur le même titre, donc élection, candidat président invalidé en attente, Cour constitutionnelle, la balle dans les camps des juges. Et puis le courrier de Kinshasa qui revient sur le même titre, mais cette fois-ci l'autre son des cloches, c'est celui de l'ONU, élection du 23 décembre. L'ONU disposée à fournir un appui logistique à la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, présidentielle 2018, Félix Tshisekedi Chilombo compromet ses chances, peut-on lire dans le vrai modérateur. D'ailleurs, on va aborder ce thème. Finalement, Forum des As qui titre élection 2018, l'Église catholique prête à larguer 40 000 observateurs. Et puis Kabemba Muzito
la Cour constitutionnelle à l'épreuve. On commence par Diana. Diana, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Avant de prendre l'actualité, on va essayer de prendre un peu ce titre qui fait l'actualité et qui fait très mal au cœur. C'était hier à la 5e rue du métier industriel. Il y a eu écroulement d'un tank qui fait des victimes dans une parcelle voisine. On parle d'une société, une minoterie qui aurait coulé et s'effondré sur un centre de santé. On parlerait des morts, 3 morts. Bon, en fait, c'est la société FAP qui fabrique, je crois, des aliments pour bébés, dont une des structures est tombée sur un hôpital, et juste dans le bâtiment, tombée sur le bâtiment d'hospitalisation. Donc des gens qui étaient hospitalisés dessus. Oui. Jusqu'à la dernière minute, il y a 2 morts. Il y a des blessés. Forum des As parle d'une dizaine de morts. Non, je viens de suivre l'avocat de la société tout à l'heure. Et ce qui est rassurant, c'est que cet avocat dit que la compagnie va prendre tout cela en charge. Donc, c'est-à-dire tous les dégâts, les dommagés, ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés et tout ça. Et c'est par lui que j'ai appris aussi que leur responsable est à garde à vue, ce qui est normal. Bon, un Indien. Un Indien, comme avocat, il plaide pour que l'on puisse le laisser en liberté parce qu'il n'y a pas risque de... Alors, Forum des As parle de 10 morts. Il y a les journaux aussi qui renseignent que cette entreprise, le bâtiment était déjà dans un état de délabrement et que l'ingénieur aurait averti le responsable. Oui, tout à fait, ça c'est ce qu'on dit. Mais vous savez que les gens, quand ils investissent, ils veulent plus de gains. Et réfectionner, non seulement ça retarderait sa production, mais ça occasionnerait des frais. Et voilà que maintenant, cette entreprise va payer plus qu'elle aurait payé pour réfectionner cet immeuble-là ou le remettre en état. Très bien. Bon. Mais en réalité, les métiers industriels, parce qu'on parle des maisons aussi qui sont victimes des maisons d'habitation, c'est les métiers industriels. Est-ce que cela ne remet pas en surface la problématique sur l'industrialisation de cette partie de Kinshasa? Et depuis que les Izouba et leurs ont tout pillé les usines là-bas, depuis les pillages de 91, 92, les gens ont privilégié leurs ambitions politiques, ils ont tout pillé. Il n'y a plus rien à limiter. Les métiers devenus résidentiels. L'industriel, c'est seulement des noms. Toutes les usines ont été pillées. Donc maintenant, quand nous le disons qu'il y avait une industrie naissante ici qui n'existe plus parce que le réajustement politique, les gens ont cru que le réajustement politique c'était une fin en soi. On a des trucs, aujourd'hui ils parlent d'emploi, il y a des chômeurs, mais ils oublient que c'est à partir de ces pillages, de cette transformation de l'unité industrielle en unité résidentielle que le chômage est devenu la règle dans ce pays et que le travail est devenu l'exception. Très bien. Diana, merci beaucoup. Marcena Chiswaka, bonsoir et bienvenue. C'est quand même choquant de voir que les gens sont morts alors qu'on voit des Indiens prendre des images. Moi, j'ai vu ça personnellement, les Indiens prendre des photos, etc., plutôt que de se mobiliser pour chercher des secours. Oui, c'est vraiment déplorable le fait qu'on dénombre de morts parmi les malades et parmi les compatriotes. Et ici, ça me pousse, ça me ramène à imaginer les conditions de création d'entreprises ou des usines dans le pays. Vous savez, il faut aller au-delà. Dans la création de l'entreprise, on doit présenter quand même des conditions minimum de sécurité, non seulement physique, mais aussi environnementale dans le lieu. Alors, les conditions, comme vous le dites ici, l'architecte avait déjà signalé, vous voyez déjà que sur le plan environnemental, il y avait insécurité, non seulement pour les travailleurs qui sont appelés à exercer au sein de cette entreprise ou de cette usine, mais également il n'a pas été écouté par les responsables de l'entreprise. Donc, c'est pour ces niveaux-là. Mais c'est un peu à la... Pourquoi à Kinshasa, particulièrement, les Indo-Pakistanais, tous ces mondes-là qui sont venus investir ici, ils se prennent pour des petits dieux, se permettent
de ne pas écouter, ils se permettent de maltraiter même la plupart des Congolais qui travaillent dans... Là, il s'agit plutôt de la vie humaine, ce n'est pas question de nationalité. Ce n'est pas question de nationalité, que cette entreprise appartienne aux Congolais ou pas. Je crois qu'elle devra présenter les conditions minimum de sécurité, comme je disais, non seulement pour les travailleurs, mais également pour ceux qui habitent dans les environs, ce qui n'a pas été fait. Et l'architecte, comme si l'information est vraie, a alerté en son temps. Et là, il faudrait que la justice se saisisse du dossier pour pouvoir rétablir les victimes dans leurs droits. Et ça ramène également la question de la partie industrielle limitée. Quelles sont les entreprises qui sont à limiter? Il y a même des taudis, cette partie est devenue aujourd'hui, on a érigé des habitations. Tout ça, il faudrait qu'on imagine déjà comment aménager la ville et où on peut encore ériger des usines à la longue. Est-ce qu'on peut s'attendre au moins à... Comme Diana l'a dit, l'avocat a parlé, il a dit que l'entreprise va prendre en charge les dégâts, etc., matériels et humains. Mais au-delà de ça, à Kinshasa, ici, on a connu des immeubles qui se sont écroulés, notamment à Kalamou, je crois, Kalamou. GB également. À GB également. Il y a eu plusieurs victimes, mais jusqu'aujourd'hui, ces gens-là, les familles sont restées, n'ont pas été dédommagées, les procès sont restés lettres mortes. Et qu'est-ce qui va changer dans la traitance? Il y a l'environnement politique. Et surtout qu'il s'agit des Indiens, on sait que ce sont des gens qui se prennent pour des intouchables. L'environnement politique nous permet de douter si cette usine aura indemnisé, parce que, comme vous le dites, ce n'est pas le premier cas. Et là, encore, c'est une fois la justice congolaise qui est mise à l'épreuve. Les hommes sont au-dessus des lois de la République. C'est ça la conséquence. Mais dans un état de droit, là où on place la justice de la Constitution au-dessus, comme la Bible pour tout chrétien, je crois que ce n'est que par ces conditions-là, ces compatriotes pourront être indemnisés. Edmond Izouba, comme d'habitude, aucune réaction des autorités. Le chef de l'État, on s'attendait peut-être à une déclaration comme ça s'est fait sous d'autres cieux. Joseph Kabila, il n'a pas surpris. Il brille par son silence quand il y a des morts de gauche à droite. Aucun message du gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce que les morts, ça constitue les cadets des soucis à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, à Kinshasa particulièrement? Pourtant, la Constitution décrit la vie comme étant sacrée. Tout dépend des parts plutôt de la Constitution. Mais ici, on a l'habitude de voir la réaction 10 jours, 20 jours après du gouvernement quand le bilan est un peu plus grave. Quand on parle de 2 morts, en tout cas, ça n'inquiète pas l'autorité. Quand il y a drame, quand il y a crash, même les caractères sanitaires de l'endroit ne dit absolument rien au ministre de la Santé qui pouvait également prendre la balle au bon, prendre le taureau par les cornes. Je déplore ce qui s'est passé à Limité parce que c'est regrettable de voir les gens qui sont venus chercher une guérison et trouvent la mort non par leur maladie, mais par une situation accidentelle qui leur surviennent. Donc vous voyez même comment l'entreprise est placée de manière mitoyenne avec l'hôpital en soi. Je ne sais pas qui a délivré l'acte de construction de cet hôpital. Je ne sais pas si c'était l'entreprise qui a été construite bien avant ou c'est quand même des industriels, on s'attendait à... Vous voyez comment ces cylindres sont situés derrière l'hôpital. Je me pose la question, est-ce que ces malades n'étaient pas dérangés, ne fût-ce que par des poussières, parce que cette machine était placée pour moudre des graines, des aliments de bétail, également des aliments pour bébés. Toujours au chapitre de réaction, aucune réaction de la société civile, moins encore de partis politiques. Pourquoi? Bon, les partis politiques, vous savez, ils sont tous plongés
dans le processus électoral. Dans le processus même électoral. La société civile, j'ai vu un communiqué d'une structure membre de la société civile, mais ce n'était que des tweets. Hein. On a l'impression que la société civile, l'opposition ne sont pas solidaires au drame, à tout ce qui atteigne, qui peut atteindre. Si l'État lui-même n'est pas solidaire par rapport à ses victimes, les fiscs pour le respect des morts ou honorer la mémoire des Congolais qui sont morts non seulement par les faits qui sont congolais, mais aussi parce qu'il y avait une usine indienne située à côté de l'hôpital et tout ça. Donc j'imagine la même scène s'est passée soit en Inde, si le gouvernement indien n'aura pas à réagir. Vous avez vu même les comportements des Indiens qui étaient là. Ils ne souciaient pas de ce qui arrivait aux Congolais. Alors, vous voyez les réactions des Indiens et des Congolais, ce sont les mêmes réactions. Donc pour nous ici, la mort est chosifiée déjà au niveau de la tête du pays et pratiquement à tous les niveaux. Les journalistes, au moins, ils ont fait leur devoir. Ils ont publié des articles, et moi je l'ai lu d'ailleurs à travers les réseaux. Également, ceux qui étaient de près, proches de l'entreprise en soi sont venus filmer et les images sont passées. Donc, il faudrait que les enquêtes soient organisées pour savoir exactement quelle est la cause. Il semblait que l'ingénieur aurait déjà averti bien avant qu'il y avait risque, que c'est là, risque de croulement, que c'est là pour se dégénérer un jour et que les Indiens, vous savez comment ils sont habitués à saboter, surtout si, j'imagine si l'ingénieur est congolais, si les Indiens arriveront à écouter. Alors au moment où nous parlons jusque-là, ils sont là à peu près ce que Diana a dit, pour chercher l'argent. Et maintenant, voilà, ils seront obligés à dépenser plus que l'entretien de l'entreprise. Alors qu'est-ce qui rassure que ces victimes, ces familles éplorées peuvent être indemnisées? Non, il n'y a rien de rassurant. À voir ce qui s'est passé à Kasavubu, nous avons appris qu'ils ont été indemnisés, mais d'après nos enquêtes, c'était une partie des privilégiés qui ont bénéficié de cette aide. Mais si vous allez même en justice, ce sont des dossiers classés. Pratiquement, on n'en parle plus. Parce qu'il y a le même scénario. Et tout ça. Donc, il faut actionner du côté de la justice pour également permettre à ces victimes ou à la famille des victimes de puissent entrer ou accéder à des dommages. Merci beaucoup, Edmond Izouba. Madame, Monsieur, rapidement, on va prendre le premier thème politique dans ce magazine. Le courrier de Kinshasa qui écrit « Élection du 28 décembre, l'ONU disposée à fournir un appui logistique à la Commission électorale nationale indépendante. » Diana, à ton attention, plusieurs pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont les États-Unis, la France, les Pays-Bas, ont affirmé le 27 août la disponibilité de cette organisation à fournir une aide logistique pour la tenue des élections prévues au 23 décembre prochain en RDC. Malgré les refus du gouvernement, celui-ci a été invité à accepter cette offre de bon cœur pour autant qu'elle ne rogne pas la souveraineté du pays. Et pour l'ambassadeur de la RDC auprès de l'ONU, Ignace Gata-Mavita, la RDC reste ouverte aux apports d'autres partenaires pourvu que ceux-ci soient sans conditionnalité et s'effacent dans le respect de sa souveraineté. Diana Koupa, vous avez la parole. Vous le savez très bien, la RDC qui a refusé l'appui logistique de la MONUSCO, mais aussi hier à la session de l'ONU, Niki Halé qui est revenu sur ça pour dire exactement, je lui restitue au mot, il cherche à comprendre comment la RDC reçoit l'aide humanitaire de la communauté internationale alors qu'elle refuse du financement de celle-ci. N'est-il pas contradictoire? Bon, mais écoutez une seconde pour dire que si l'Indien, le propriétaire, est en prison, c'est que l'État s'est occupé de lui. On ne doit pas donner l'image qu'il n'y a rien. Ce n'est pas n'importe qui, la presse, qui a envoyé la justice pour l'arrêter. La justice est de l'État. Bon, pour dire ceci, j'ai lu ce document de Niki Halé. Ben, j'étais un peu énervé, mais pas, cela ne m'étonne pas. Elle ne connaît rien. Et du processus électoral du Congo, et des Congolais, et même du Congo. Il s'est félicité quand même de voir le départ de Joseph Kabila. Oui, mais le départ de Joseph Kabila, c'était une fixation pour elle.
Si Kabila n'était pas aujourd'hui la fixation, ce ne serait pas l'aide de l'ONU. Ils sont en train de chercher de façon en cascade. Comme ça s'est obtenu, mais qu'est-ce qu'il faut chercher? Mais écoutez, l'aide, nous avons conféré dernièrement avec le président de la CENI qui a démontré, noir sur blanc, que le gouvernement congolais est prêt à utiliser tout le matériel qu'il y a possible pour que les élections y aient. Et que donc on n'a pas besoin d'aide. Cela nous fait qu'elle dise qu'elle est étonnée que le Congo accepte l'aide humanitaire. Il y a quand même contraste quand la RDC de l'autre côté sollicite l'aide humanitaire pendant que s'agissant des élections, qu'est-ce qui justifie ça? La RDC n'a jamais demandé l'aide humanitaire. La RDC accepte l'aide humanitaire dans sa souveraineté. Elle sait ce qu'il faut accepter, ce qu'il ne faut pas accepter. Mais pourquoi de ce côté-là, on ne brandit pas la souveraineté? Imaginez-vous qu'on devrait attendre l'aide de ces élections. Les élections se préparent depuis l'enrôlement. Voilà que c'est maintenant vers la fin, à 3 mois, ils parlent d'aide. Si on avait attendu cette aide-là, qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui? Donc on devrait nous donner cet argent pour prendre les actions dans Dardar. Qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il y aurait eu non, puisqu'il y a cette histoire de machine à voter, nous ne donnons pas l'aide jusqu'à ce qu'on va retirer la machine à voter, parce qu'il y a ce problème de fichiers, parce que l'opposition est allée pleurer à leurs fenêtres. Alors, puisqu'il y a ce problème, nous n'allons pas donner l'aide. Et c'est pourquoi on a dit l'aide, on n'en veut pas. Nous avons un problème à Béni aujourd'hui. Qu'ils amènent cette aide-là pour soigner les Congolais de maladie. Alors, Niki allait dire ceci, excusez-moi. Niki dit que, donc, si la RDC refuse l'aide, c'est qu'il y a quelque chose d'étonnant de caché. Mais oui, nous disons, puisque la RDC refuse l'aide. Et eux, en insistant sur cette aide, nous pensons qu'il y a quelque chose de caché dans cette aide. On a le droit de réfléchir de la même façon. Qu'est-ce que l'aide... Pourquoi la communauté internationale insiste à ce que la RDC prenne cette aide? Elle dit que s'il n'y a pas cette aide, les élections risquent de ne pas être transparentes. Alors, on voudrait nous dire que c'est une aide qui sera pour contrôler la tenue des élections? Non. On n'a pas donné l'ONU... comme mandat dans l'organisation des élections. Mais pourquoi lors de 2 cycles électoraux en 2006 et en 2011, la RDC a sollicité justement l'apport logistique de la MONUSCO? Je vais vous donner un exemple. Vous parlez de 2000. En 2006, toutes les élections à 90% étaient financées par la communauté internationale. En 2006. Voilà. En 2011... Mais cela n'a pas empêché au candidat de la majorité de gagner les élections. Donc c'est pour vous dire que cela, ce n'est pas parce qu'il y a l'aide que le candidat de la majorité ne gagnera pas. Je veux vous dire ceci. Nous sommes allés, la réunion, nous avons couvert la réunion interinstitutionnelle à Mbujimaï. Au cours de cette réunion internationale, en 2011, le gouvernement a pris déjà l'option à cette époque-là de financer toutes les élections de 2011, seul. Ils ont couru. Ah non, nous devons vous apporter l'aide. Et au finish, on a dit, bon, vous prenez 40%, nous prenons 60%. Ils ont apporté combien? 5%. Okay. Et si, donc, à tel point que le gouvernement devrait faire des politiques d'urgence. D'urgence pour qu'on arrive quand même à organiser ces élections qu'on a appelées élections chaotiques. Parce qu'entre autres, il y avait cette aide de la communauté internationale promise. La MONUSCO avait promis des avions pour n'en donner que la moitié. Alors qu'on avait tout misé, il a fallu en dernière minute recourir au Congo-Brazzaville, à l'Angola, et ainsi de suite. Alors, j'ai toujours rappelé un proverbe bangala qui dit, si vous êtes un homme, la pluie vous surprend à un endroit, la première fois, la deuxième fois, et si vous avez un couteau entre vos mains, construisez une case là-bas pour que la troisième fois, vous ne soyez plus surpris. Et la troisième fois, la République démocratique ne veut plus être surprise par cette aide conditionnelle, cette aide piège. Très bien. Il parle de l'aide piège, alors que Niki Haley l'a dit clairement, il n'arrive pas à comprendre comment est-ce que la RDC peut accepter l'aide humanitaire d'un côté et de l'autre côté, la RDC qui brandit la notion de la souveraineté pour ne pas bénéficier du soutien de la communauté internationale, par ricochet, la logistique de la MONUSCO. Je voudrais peut-être passer par la retourne. Voyons un peu... Partagez-vous cet avis de Diana que c'est de l'aide piège? L'aide piège ou pas,
je ne saurais pas répondre par l'affirmative. Ou carrément, la RDC ne veut pas que la communauté internationale ait la même mise sur je veux qu'on voit peut-être les choses autrement. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité que nous puissions avoir cette aide logistique de la MONUSCO, ou cette aide extérieure? Je crois que c'est cela la question. Mais à entendre le président de la Commission électorale nationale indépendante, il est rassuré par le financement du gouvernement. Maintenant, sur le terrain, dans le programme de la CENI qui prévoit les élections avec la machine à voter, combien de Congolais sont sensibilisés par cette machine? C'est ça la question. Ne serait-ce que dans la sensibilisation, pour que nous puissions aller voter, demander ici à Kinshasa combien de Kinois ont pu être sensibilisés sur les votes avec la machine à voter. C'est aussi l'une des inquiétudes de c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, pourquoi la CENI n'arrive pas à sensibiliser les Congolais. C'est question de moyens. Vous verrez plus loin, on vous dira, la CENI n'a pas assez de moyens pour sensibiliser. Je suis dans la ville de Kinshasa, j'ai été non pas loin, ici en passant. Il y a quelqu'un qui me demande, mais monsieur le journaliste, vous avez parlé autrefois de la machine à voter, mais nous n'avons jamais vu cette machine. Comment irons-nous voter? Vous voyez la question? Nous sommes dans la capitale. Et j'imagine dans l'arrière-pays, ça sera comment? Donc cette aide pourrait nous aider, l'aide financière ou internationale pouvait aider également à sensibiliser. Nous sommes à 4 mois de la tenue des élections. Alors pourquoi la RDC, et particulièrement ce cycle électoral, refuse l'aide de l'ONU? Alors qu'il y a crainte de Kinshasa qui s'accroche à la souveraineté. En quoi ces élections sont spéciales? À la souveraineté. Je ne sais pas, la notion de souveraineté s'attacherait à une aide ou à l'apport extérieur ou pas. Mais au-delà de cet appui logistique, est-ce que la commission électorale qui aujourd'hui tient sur la logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. Avec quels avions? Il faut s'interroger, nous avons combien des avions militaires qui pourront faire les déplacements à travers toute la République. Et n'oubliez pas également les conditions de terrain, le pays qui est un pays continent et qui représente... par exemple, dans la partie est, une zone assez, une zone montagneuse. Il faudrait avoir également des avions spécialisés, non seulement pour le climat, mais aussi pour le terrain. Donc tout ça, il faut essayer de réfléchir là-dessus. Mais qu'à cela n'était, je crois qu'il y a crainte tout simplement que la communauté internationale puisse valider ou suivre de près ce qui se passe dans notre processus électoral. Si nous organisons des élections crédibles et transparentes, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre. Mais si les donc élections... la RDC ne veut pas que ces élections soient suivies de près. Je ne voudrais pas parler comme un politique, que le processus est déjà vicieux. Non. Mais je voudrais, si le processus est crédible et transparent, il n'y a pas à craindre. Dans tous les pays, il y a des observateurs qui s'amènent. Je crois que parmi les conditions que la communauté internationale a toujours soulevées en donnant les appuis, c'est que les élections soient transparentes. Et là, il faudrait des observateurs. Est-ce que la RDC, en tant que pays souverain, Marcellin Tshwaka, en tant que pays souverain, n'a pas le droit de refuser cette aide de la communauté internationale? C'est un pays souverain. Si la RDC dit qu'elle a le moyen pour organiser ses propres élections, en quoi la RDC a fauté? Nous sommes souverains et c'est de notre droit d'accepter ou pas l'aide internationale. Mais écoutez, on n'accepte pas, on ne refuse pas seulement pour refuser. Il faudrait garantir un peu le minimum. Vous savez, la situation géographique... Le gouvernement vous dit qu'il a le moyen pour organiser ces élections. Écoutez, le gouvernement a le moyen d'organiser des élections. Je venais de vous parler... La CENI vous dit que la logistique, ça ne pose pas un problème. C'est bien de le dire d'où Jésus, mais la réalité, c'est le terrain. C'est comme on dit à Lingala. Je vous ai donné tout simplement un cas de figure. On amène le peuple congolais aux élections avec une machine qu'ils n'ont jamais connue. Pourquoi n'a-t-on pas sensibilisé? Vous comprenez? Déjà, ça, c'est organiser des élections avec des germes de contestation. Alors, vous arriverez devant une machine que vous ne maîtrisez pas. Ça prendra combien de temps pour que vous arrivez? Un électeur prendra combien de temps dans le bureau de vote? Vous
Comprenez? Et ça risque d'avoir... Et d'ailleurs, ce qu'il faut encore noter, c'est que Niké s'est interrogé, c'est la capacité d'autonomie de toutes ces machines à voter. Très bien. Et une capacité de 12 heures. Nous avons le moyen de recharger à tout moment. À tout moment. Question et ça prendra combien? Les élections iront pendant combien de jours? Ce sont des questions qu'il faut... Mais revenir au mode papier, à ce stade de choses, à 3 mois d'élection, ça sera possible? Ça risque de ne pas retarder encore une fois les processus? Je pense que c'est possible si nous avons les moyens. Si nous avons le moyen et nous avons aussi la volonté politique. Très bien, merci beaucoup Marcellin Tchoussouaka. Edmond Yzouba, Marcellin voit en cette aide un peu un flou par le simple fait que la RDC ne peut pas refuser de l'aide si les besoins se présentent. Il a évoqué tout ce que Nikiaïla a évoqué au niveau de la charge des machines, au niveau de déplacement, la logistique, etc. Ce refus de la RDC en brandissant la souveraineté nationale est-il plutôt de son droit, ou la RDC refuse simplement que la communauté internationale soit impliquée dans ces élections? Alors il faut aussi savoir si seulement la RDC refuse cette aide ou c'est le président Kabila lui-même qui est en guerre avec les Occidentaux ou la communauté internationale qui lui ont infligé des sanctions également à ses proches. C'est ça le problème, parce que depuis un moment, le président de la République, notamment avec ces institutions, il y a des gens qui sont placés en tête, les leaders de ces institutions comme des marionnettes. En réalité, ce ne sont pas eux qui dirigent, mais c'est toujours Kabila lui-même. Vous voyez, même la CENI, c'est la même chose, c'est l'identité de Kabila qui plane. Il est dans une stratégie de prolonger son pouvoir. Et si ces élections pourraient y avoir lieu depuis longtemps avec les moyens congolais, Kabila devait être responsable vis-à-vis de ses propres engagements, organiser les élections en 2016. Ce que les gens oublient, c'est que nous sommes en pleine violation de la Constitution. Il y a eu un accord qui a débouché. Un accord avec le manque de sincérité, justement, du président de la République. Il y a eu d'ailleurs 2 accords, n'oubliez pas, l'accord de la Cité de l'Union africaine avant de parvenir à l'accord de la Kabila ne peut pas subir une pression de plus. Je vous dis, les pressions ont été tellement accablantes et qu'il faut arriver à organiser ces élections. Nous tendons vers les délais prévus par l'accord, parce que justement le délai prévu par l'accord est déjà expiré depuis 2017. Maintenant on est en 2018, mais nous sommes encore en train de poser des questions si réellement en décembre les élections auront lieu, justement parce que nous ne savons pas. La question a déjà été répondue par Corneille Nangaa. Il a dit les élections auront lieu, mais avec quels moyens? Donc il ne faut pas suivre Corneille Nangaa qui également parmi, entre guillemets, les marionnettes de ce pouvoir, de ce régime, qui sert de bras séculier de ces régimes. C'est toujours Corneille Nangaa qu'on envoie en premier. C'est lui qui a affirmé devant les envoyés de la communauté internationale et des acteurs politiques de l'opposition à la majorité à la Cité de l'Union africaine qu'on lui accorde un délai jusqu'en 2017 pour organiser les élections. Il parlait de 504 jours. Il a tout oublié quand nous sommes arrivés en 2017 pour donner un autre deadline. Et c'est toujours à la veille, quand on s'approche des élections, qu'on se réalise que ça devient pratiquement improbable. Et c'est toujours Nangaa qui sortira pour demander encore un moratoire pour l'organisation des élections. Donc j'estime qu'on est dans un jeu de prolonger le processus électoral encore plus loin que possible. Je ne sais pas si ça profite à la majorité présidentielle. Je ne sais pas jusque-là. Réfléchissons Edmond. Kabila ne sera pas partie prenante à ces élections. D'abord, il a présenté un dauphin. Pour quel intérêt Kabila refuserait-il l'aide de la communauté internationale s'il sait que le processus électoral est parti sans lui? Pour quel intérêt? En 2016, le président de la République avait refusé l'aide de la communauté internationale. Pour quel intérêt en 2017 et nous voici il sait déjà qu'il est parti. En 2018, il sait qu'il est partant. Est-ce que cette réalité, il ne les connaissait pas? Apparemment, lui-même, il n'arrive pas à se rendre compte qu'il est partant, il est sortant. Il doit quitter le pays pour laisser l'économie de ce pays respirer. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont bloqués, les secteurs économiques également, beaucoup qui veulent investir dans le pays, qui ne viennent pas parce qu'il y a ce qu'on appelle la crise
multiforme, en commençant par la crise politique et la situation sécuritaire catastrophique et la situation humanitaire avec cette réapparition de l'épidémie d'Ebola. Donc le président de la République doit comprendre cette réalité. Il y a ce qu'on appelle les climats de confiance établis par l'accord de Saint-Sylvestre et qu'aujourd'hui, le président de la République ne respecte pas. Il y a ce qu'on appelle des mesures de décrispation pour arriver à permettre à ce que les climats soient un peu détendus pendant cette période électorale. On n'accorde pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas tout? On ne respecte pas la Constitution, même les propres accords que vous avez signés. Donc j'estime qu'il y a une manigance, un manque de sincérité dans l'esprit du président de la République. Alors la CENI, si réellement elle était indépendante. Il y a crainte de la communauté internationale de voir des élections déjà gagnées d'avance par les candidats de la majorité. Il y a les élections, je ne sais pas, gagnées d'avance, ça je ne peux pas l'affirmer parce qu'on peut aller avec ou sans la machine à voter, ces élections ne seront pas gagnées par le président de la République, Joseph Kabila, ni par son dauphin. Je peux vous assurer de ce côté-là, parce que le peuple est tellement vigilant à tel point que plus question de la continuité de ce régime. Ce régime a fait souffrir cette population. Ce régime a martyrisé beaucoup de familles. Ce régime a créé des désolations dans de nombreuses familles. Donc, nous avons besoin de faire prospérer l'économie du pays en toute tranquillité et nous avons besoin également de développer le pays. On est pratiquement dans le statu quo, ça fait plus de 11 ans dans ce pays. Merci beaucoup Diana. En parlant des élections, Edmond a parlé, il y a crainte d'avoir des élections biaisées, mais dans l'entretemps, il y a aussi des invalidations de quelques candidats, un peu quelques caciques de l'opposition.